En ma qualité de présidente de l'Association des femmes de l'Europe méridionale, mais également de membre du Conseil parisien des Européennes, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à cet événement de célébration de la Journée internationale des droits des femmes, qui est couplé cette année avec la célébration de l'anniversaire de la Charte sociale européenne, Constitution sociale de l'Europe, adoptée en 1961, mais aussi de la Conférence mondiale sur les droits des femmes, qui a eu lieu en 1975, établissant depuis un programme mondial pour l'application de ces droits. Et je remercie l'ensemble des participants et participantes, notamment les membres du Conseil parisien des Européennes qui sont parmi nous, mais aussi des représentantes de grandes organisations internationales de femmes et nationales qui œuvrent sur le terrain, ainsi que des communautés des Européennes à Paris. Un grand merci d'être avec nous pour cette célébration. Je tiens à donner la parole à Monsieur l'adjoint à la maire, Hermano Sanchez Ruivo, immédiatement, car il est pris par ses obligations par la suite en Conseil de Paris, donc je ne voudrais pas abuser de son temps. Monsieur l'adjoint à la maire, un grand merci de votre appui constant aux associations européennes et surtout pour les efforts que vous déployez à l'échelle de la métropole, mais aussi à l'échelle européenne pour la défense des valeurs communes de notre identité démocratique européenne. J'ai le plaisir de vous donner la parole. Merci. Et j'ai le même plaisir à l'apprendre. Je dois effectivement m'excuser pour être le plus clair possible. Nous sommes en Conseil de Paris, c'est l'Assemblée municipale de la ville de Paris qui se réunit sur 3 jours de 9 h du matin à 9 h le soir. Je ne voulais pas ne pas répondre à cette belle invitation et remercier une fois de plus tout le travail qui est fait, non pas uniquement par Madame la Présidente, mais cette dynamique que nous sentons depuis des années, y compris ici à la ville de Paris. Je salue y compris les membres du Conseil parisien des Européens. Alors, les votes sont ce qu'ils sont, donc à un moment, il faut redescendre en séance, et c'est pour ça que je me permettrai de laisser peut-être ici quelques idées plus générales. Alors, évidemment, sur cette thématique qui est des plus importantes, ça fait partie de ces domaines dans lesquels nous ne pouvons plus attendre que les choses changent d'elles-mêmes. En Europe, l'égalité femmes-hommes a fait d'énormes progrès sur les dernières décennies, on le sait. Il serait cependant une erreur de considérer que le chemin est accompli en sa totalité. Et le point clé que représente le sujet de l'égalité salariale entre femmes et hommes en Europe est un défi qui nous reste à relever conjointement, quand on voit en plus comment certaines réalités qu'on pensait être déjà un tout petit peu plus avancées peuvent courir le risque de régresser. Donc, en ce sens, je vois l'Union européenne qui prend et qui continue de prendre un certain nombre d'initiatives afin de protéger notamment les droits des femmes. Les traités européens ont posé une base juridique garantissant aussi l'égalité des genres, mais faire correspondre l'égalité en droit à l'égalité en acte, c'est très clairement le défi dans lequel nous sommes au quotidien. Et ce défi, pour des villes, pas seulement, mais aussi pour des villes, relève de cette responsabilité collective. Donc, il est facile pour moi, au nom d'Anne Hidalgo et en tant que maire adjoint à l'Europe, d'affirmer et de réaffirmer le soutien de la mairie de Paris. Et j'y associe tout naturellement ma collègue Hélène Lidard en charge justement de cette égalité femmes-hommes. C'est un soutien aux collectifs, aux associations, c'est un soutien aussi à des réalités qui parfois sont très prenantes et on voit comment la pandémie a aussi des conséquences très fortes sur cette thématique. Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas dire ce que nous faisons. Je voudrais surtout insister sur le fait sur ce que nous allons faire et continuer d'être tout aussi présents, mais pas tout seul. Évidemment, avec les structures qui ont ce travail
Et en ce sens, avec l'Europe, et donc ça veut dire la Commission européenne, le Parlement européen, l'ensemble des structures avec lesquelles la ville à traiter, de pouvoir continuer d'insister. Je laisserai d'ailleurs un petit mot à la fin sur le sommet social de Porto pour montrer combien cette diplomatie des villes doit être de plus en plus effective, mais je ne le ferai pas avant de saluer différentes présences, notamment Anne Nègre, présidente du groupe européen des femmes diplômées des universités et vice-présidente de la conférence EOING. Je ne le ferai pas non plus au regard de ce que ce défi sur l'égalité salariale entre femmes et hommes en Europe doit également être relevé par le monde universitaire et scientifique. Et donc ici, saluer la présence de Madame Carole Mivard, maîtresse de conférence à l'université de Rouen, dont on connaît aussi tout le travail qui a été fait. Monsieur Petros Stangos, pardon pour le nom si je l'ai mal prononcé, et l'université de Thessaloniki, parce qu'il y a ce qu'il est aujourd'hui, il y a ce qu'il a déjà fait dans les années précédentes, et je veux garder le Comité européen des droits sociaux et le Conseil de l'Europe. Alors, on parle d'action, on parle de lobbying, on est vraiment dans cette absolue nécessité, et très volontiers à saluer Jocelyne Adrien-Medboul, avec qui j'ai eu tellement l'occasion de travailler, je ne peux pas être plus satisfait que de sa présidence de la coordination française du lobby européen des femmes, et évidemment comprendre comment tout doit être organisé de façon beaucoup plus conséquente, parce qu'il y a des forces d'opposition, parce qu'il y a clairement des personnes qui cherchent encore à limiter ce progrès. Et les derniers mots, évidemment, pour Catherine Dimitroulias, parce que l'Association des femmes de l'Europe méridionale et sa vice-présidence dans sa vice-présidence pour l'Europe de l'Alliance internationale des femmes. C'est un nom assez long, Catherine. Tu sais, c'est toujours compliqué à lire tout dans son ensemble et j'arrive jamais à le garder complètement en mémoire. Mais je n'oublie pas l'ensemble des actions que Madame la Présidente vous menez, et je suis tellement heureux de pouvoir répondre toujours positivement à ces invitations, parce que ce ne sont pas uniquement un combat de femmes, c'est un combat des hommes tout autant, mais tellement à devoir suivre les dynamiques qui sont menées. Donc merci, et encore bravo. Je disais, et je conclurai sur cette question du sommet social de Porto. Ben oui, je pense que l'égalité salariale entre femmes et hommes en Europe, en tant que droit social fondamental, doit être l'un des thèmes qui, dans cette présidence portugaise de l'Union européenne, qui a beaucoup mis l'accent sur cet aspect social, devrait être l'une des priorités. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a embrayé depuis déjà le début de l'année sur les liens avec la Commission européenne, avec les différents commissaires, avec la présidence portugaise de l'Union européenne pour la préparation de ce sommet social. Et donc, j'espère, et je le souhaite, et nous y travaillerons aussi, à ce que cette thématique soit fortement présente. Voilà, je pense avoir dit dans le cadre qui était le mien. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur l'adjoint à la maire. J'espère que nous pourrons vous avoir encore quelques minutes parmi nous, surtout pour mettre à l'honneur Monsieur le professeur Petros Stangos, qui œuvrait à la tête du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe pour la réalisation de ce traité qui est notre constitution sociale, qui complète la Convention européenne des droits de l'homme et qui permet à chaque personne vivant sur le territoire européen de bénéficier d'un acquis très riche et très étendu en droit. Et je donne la parole à Monsieur le professeur pour nous éclairer d'emblée en ouverture de cet événement sur l'importance de ce traité pour notre vie aujourd'hui, nos vies bouleversées dans des conditions de pandémie et de crise économique et sanitaire
globale sans précédent qui affecte tragiquement la vie des personnes les plus vulnérables, notamment des femmes et des enfants. Je vous remercie, monsieur le professeur, d'être parmi nous et d'avoir accepté cette invitation. Excusez-nous, il faut que vous activiez votre micro, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait attention, excusez-moi. Merci, Madame la Présidente, pour vos paroles. Monsieur l'adjoint à la maire, Madame la Présidente, chers amis et collègues, c'était aussi un honneur pour moi d'être invité et préfacer cet événement consacré à l'égalité salariale entre femmes et hommes en Europe, qui est aussi dédié à plusieurs anniversaires, dont la première est le 60e anniversaire de la signature à Turin en 1961 de la Charte sociale européenne, anniversaire de la Constitution sociale de l'Europe, comme il est écrit sur l'affiche, comme vous l'aviez dit, Madame la Présidente, mais d'une constitution toute particulière, non pas dans le sens de savoir s'il est intellectuellement concevable de parler de constitution en dehors de la sphère historique et matérielle de l'État national, bien sûr qu'il est concevable, mais dans le sens que cette constitution-là, la charte, contrairement à l'expérience constitutionnaliste universelle, n'est pas assortie de sanctions envers l'État qui éventuellement viole ces dispositions. Le Comité européen des droits sociaux, qui est une institution du Conseil de l'Europe, est l'organe d'application de la charte dans les États contractants. Il administre deux procédures distinctes, dont l'une, la procédure de réclamation collective, est celle qui fait rapprocher la charte vers le constitutionnalisme social européen. La procédure de réclamation collective a été mise en place en 1998, conformément au protocole de 1995, prévoyant ce système de réclamation collective. L'objectif poursuivi par l'introduction de ce système, de cette procédure, était l'accroissement de l'efficacité, de la rapidité et de l'impact de la charte sur la vie économique et sociale des États contractants. Au fil des ans, la procédure de réclamation a renforcé le rôle des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales en leur donnant la possibilité de s'adresser directement au Comité européen des droits sociaux afin que celui-ci statue sur l'éventuelle non-application de la charte dans les pays concernés, à savoir les États qui ont accepté les dispositions ainsi que la procédure de réclamation, parce que tous les États contractants à la charte n'ont pas accepté la procédure de réclamation collective. Le Comité européen des droits sociaux, dans le cadre de cette procédure qui se dote de caractéristiques qui la rendent d'une certaine manière procédure juridictionnelle, examine minutieusement les allégations de violation d'une ou plusieurs des dispositions de la charte par l'État contre lequel la réclamation est adressée. À la suite de cet examen, le comité se prononce pour la violation ou non de la charte par le biais de décisions sur le bien fondé de la réclamation. Or, contrairement à ce qui se passe à la Convention, au Conseil de l'Europe, à la Convention européenne des droits de l'homme, où la Cour européenne des droits de l'homme rend des arrêts définitifs qui clôturent, qui résolvent un litige, les décisions du comité sur le bien fondé des réclamations ne sont pas définitives ni exécutoires. À la suite d'une telle décision du comité, c'est le tour de notre organe du Conseil de l'Europe, politique cette fois-ci, du comité des ministres, pour pencher sur l'issue de chaque réclamation et si la décision du comité a constaté une violation de la charte, le comité des ministres prononce une recommandation à l'égard de l'État fautif. Dès lors, sera entamée une procédure longue de suivi de la mise en conformité à l'égard de la charte de l'État proclamé responsable pour la violation.
il ressort clairement des dispositions du protocole additionnel de 1995 que lorsque le comité a constaté une violation de la charte, le comité des ministres doit, conformément à l'obligation conventionnelle, adopter ce que je viens de dire, une recommandation adressée à l'État fautif, à l'État défendeur, si vous voulez. Cette recommandation est taillée ou fondée sur des considérations sociales, économiques et autres considérations de politique générale, comme il est prévu dans le protocole, doit être adoptée à la majorité de 2/3. Et cette approche serait en cohérence avec le soutien du comité des ministres et son propre objectif d'améliorer la mise en œuvre des droits sociaux, toujours des expressions qui figurent dans le protocole additionnel de 1995. Toutefois, depuis le début de la procédure de réclamation collective, la pratique du comité des ministres a été différente et à une seule exception près. Ce dernier s'est contenté d'adopter une résolution prenant simplement note du rapport du comité, c'est-à-dire de la décision sur le bien fondé, et invitant l'État défendeur à fournir des informations sur tout développement ou toute mesure prise pour mettre la situation en conformité dans son prochain rapport sur l'application des dispositions de la charte concernée, c'est-à-dire dans le cadre de l'autre procédure du comité, qui est la procédure des rapports nationaux, où il n'y a pas un système juridictionnel dans le cadre de cette procédure. Le comité délibère sur la base des rapports que volontairement soumet les États sur l'application des dispositions concrètes de la charte. Donc, il y a un déplacement de l'intérêt du côté de la procédure de réclamation collective qui est juridictionnelle vers une autre procédure qui n'est pas juridictionnelle et qui n'est pas du tout contraignante. Et tout cela, c'est sous la responsabilité et sous les choix délibérés du comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui est un organe politique. En fait, les résolutions du comité des ministres sont également devenues le mode par défaut dans les cas très fréquents où l'État défendeur ne montre aucune volonté apparente de reconnaître le problème de violation de la charte ou même conteste la décision du comité. Et ces dernières années, le secrétariat de la charte a occasionnellement invité le comité des ministres le comité lui-même a occasionnellement invité le comité des ministres à envisager la possibilité d'adopter une recommandation, notamment dans les cas où les violations identifiées étaient graves et où aucune mesure particulière n'avait été prise ou annoncée par l'État fautif. Jusqu'à présent, le comité des ministres n'a pas été enclin à accepter de telles invitations et a invariablement chargé le comité de préparer des projets de résolution qui ont ensuite été adoptés par le comité des ministres lui-même. Et je viens maintenant, après ces remarques un peu institutionnelles, je viens aux substances. En d'autres termes, à la matière de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui est au cœur de ces colloques, de cette rencontre. Et le Comité européen des droits sociaux, pour la première fois dans l'historique de la procédure de réclamation collective, s'est prononcé pour la violation d'un corpus normatif de la charte consacré à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et pas seulement à cet aspect de l'égalité entre femmes et hommes dans le marché du travail. Je vais l'expliquer tout de suite. Pourquoi on est allé au-delà de l'égalité salariale. Le groupe européen des femmes diplômées des universités, l'UV, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est une organisation non gouvernementale accréditée auprès du Conseil de l'Europe et a introduit en août 2016 15 réclamations collectives à l'encontre de nombre égal de parties contractantes à la charte, en alléguant la violation d'une série d'articles de la charte, eu égard à la différence salariale entre les hommes et les femmes, et la sous-représentation des femmes dans les postes décisionnels
au sein des entreprises privées. Le comité a rendu public les 15 décisions sur le bien fondé des réclamations collectives le 29 juin 2020, c'est-à-dire 4 ans après l'introduction des réclamations. Dans ce panel, on le voit tous et toutes, participent tant Madame Anne Nègre, avocate, que Madame Carole Nivard, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen, qui sont soit directement impliquées dans les réclamations, c'est le cas de Madame Nègre, soit elles disposent un regard critique mais constructif et approfondi eu égard à la charte, c'est le cas de Madame Nivard. J'en suis sûr que toutes les deux vous apporteront des informations et des précisions pertinentes sur les décisions du comité, en particulier, peut-être sur la décision concernant la France, décision dont j'étais le rapporteur. Mais j'ai été en désaccord avec le contenu de la décision adoptée en majorité par le comité, une décision qui a innocenté la France pour toutes les allégations, ou presque, formulées par l'UV. Je me limite donc à vous apporter quelques éléments qui seront utiles, je l'espère, au développement ultérieur. Les 15 décisions sont remarquables parce que, en examinant les situations prévalant dans les États respectifs, on peut extraire des dispositions applicables de la charte, des normes spécifiques et contraires. Ainsi, il s'agit d'abord des normes suivantes issues d'une lecture combinée des articles 4, paragraphe 3 et 20, alinéa C de la charte. Et selon la première disposition, les États s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Et l'autre disposition, l'article 20, alinéa C, dit que les États s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans le domaine des conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération. Donc, ce qui prévaut dans cette deuxième disposition, c'est plutôt les conditions de travail et pas spécifiquement la rémunération. Et les 4 normes que le comité a fait extraire de ces dispositions sont les suivantes. Premièrement, l'obligation des États à reconnaître le droit à l'égalité de rémunération dans la législation. Deuxièmement, l'obligation des États à assurer un accès à des recours effectifs des particuliers et des victimes de discrimination et de violation. Troisièmement, engagement et obligation des États à assurer la transparence salariale. Et quatrièmement, obligation des États à consacrer un rôle de protection du droit à l'égalité salariale à des organes spécifiques dédiés à l'égalité entre femmes et hommes. Ce sont les 4 premières normes qui ont été dégagées par le comité. Il y a une 5e norme qui a été dégagée par la disposition subventionnée, l'article 20, alinéa C, et qui porte cette norme sur la promotion de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière salariale. Il s'agit enfin d'une norme dégagée par le comité de l'article 20, alinéa D. Et cet article de la charte dit que stipule que les États s'engagent à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans le domaine du déroulement de la carrière, y compris la promotion. Et la norme que le comité a dégagée de cette disposition-là concerne la représentation, l'engagement, l'obligation des États à assurer une représentation équilibrée des femmes dans les postes décisionnels au sein des entreprises privées. Je vous donne enfin quelques éléments statistiques pour ces réclamations. Parmi les 6 nombres subventionnés, toutes ont en tiré des violations, à l'exception de la norme portant sur la reconnaissance du droit à l'égalité de rémunération dans la législation, qui n'a attiré aucune violation, et c'était évident parce que tous les États sont très enclins à reconnaître en parole, au dire,
et le droit à l'égalité salariale dans leur législation. Il n'y avait pas de problème de reconnaissance à ce niveau-là. La norme, mais ensuite, la norme concernant l'accès à des recours effectifs a été violée par 5 États. La norme portant sur la transparence salariale par 11 États. C'est la norme la plus violée, si vous voulez. La norme concernant le rôle des organes d'égalité par 3 États. La norme en matière de promotion de l'égalité par 12 États. La plus violée, finalement, c'est celle-ci. Et la norme portant sur la représentation équilibrée des femmes dans les postes décisionnels au sein des entreprises privées par 5 États. Et un autre élément statistique, des 15 États concernés par les réclamations de l'UV, seul un, la Suède, a été exempté de toute violation. Tout va bien en Suède, comme vous le constatez. L'État champion de violation était la Bulgarie. 5 normes furent violées, suivies par la Grèce et la Croatie, 4 normes violées, la République tchèque, la Finlande, l'Irlande et la Slovénie, 3 normes chacune, l'Italie, le Pays-Bas et la Norvège, 2 normes, et France et Chypre, une seule norme violée. Alors, tout ou presque va très bien aussi, selon le comité en France, selon ces décisions prises. Si, Madame la Présidente, j'ai quelques minutes encore, je voudrais proposer un petit déplacement de notre intérêt du côté du Conseil de l'Europe vers l'Union européenne, si vous le permettez, si vous le voulez. Est-ce que j'ai quelques minutes encore à ma disposition? Sentez-vous à votre aise et nous sommes là pour vous écouter. Ça nous éclaire sur tous les plans. Merci. Merci. Et avant de faire ce petit déplacement, je voudrais ajouter aussi un mot en écho à ce que j'ai mentionné tout à l'heure quant au rôle du comité des ministres du Conseil de l'Europe à la suite des décisions du comité ayant constaté les violations de la charte. 9 mois après la publication des 15 décisions, le comité des ministres n'a pas encore adopté ni résolution, ni recommandation à l'égard de 14 États, finalement 14 États fautifs, ce qui empêche le suivi de la mise en conformité des situations nationales à l'égard de la charte. Donc, nous sommes, si vous voulez, en ce moment, 9 mois après ces décisions, la publication de ces décisions, au point zéro en ce qui concerne la mise en conformité des situations jugées incompatibles avec la charte. Et comme j'ai dit tout à l'heure, puisque votre colloque porte sur l'égalité salariale prévalant au niveau de l'Europe tout entière, l'Europe n'est pas le Conseil de l'Europe, elle inclut aussi l'autre Europe, l'Europe du marché, l'Union européenne. Permettez-moi de conclure en proposant ce petit déplacement de l'attention de l'état des lieux en la matière dans le cadre du Conseil de l'Europe à l'état des lieux dans le cadre de l'Union européenne. En effet, ce qui mérite d'être signalé est que depuis quelques semaines seulement, nous vivons dans l'ère de l'initiative de la Commission européenne de proposer aux États membres de l'Union et au Parlement européen l'adoption d'une directive en matière, comme il se dit dans le jargon de l'Union, d'égalité de genre. D'une directive qui, au dire de ses propres dispositions, imposera aux employeurs dans l'Union européenne davantage de transparence en matière de rémunération. Et ce, afin de renforcer, je cite, l'application du principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur consacré par le traité. Et cela est indiqué par l'avant-projet de la directive présenté il y a quelques semaines, au début du mois de mars, par la Commission européenne. À en croire le document, la directive s'appliquera aux employeurs du secteur public comme du secteur privé et s'attaquera à la transparence des rémunérations avant et après l'embauche, ainsi qu'à la transparence de la politique des entreprises en matière de salaire et de protection
et de progression de carrière. La Commission européenne souhaiterait, par exemple, que les informations sur le niveau de rémunération initiale et sur la fourchette de rémunération d'un poste soient fournies au candidat à un emploi avant son entretien d'embauche, sans que celui-ci ait à les demander. La proposition devrait également imposer aux employeurs de mettre à disposition de leurs travailleurs une description des critères utilisés pour déterminer le niveau de rémunération et la progression de carrière au sein de leur entreprise. Si cette directive entrait en vigueur en l'état que nous l'avons en ce moment devant nos yeux, elle garantirait en outre aux travailleurs le droit de recevoir des informations sur leur niveau de rémunération individuelle, soit leur salaire annuel brut et leur salaire brut horaire, mais également sur les niveaux de rémunération moyen ventillés par genre des travailleurs effectuant le même travail qu'eux. Les employeurs seraient même tenus d'informer chaque année l'ensemble, toujours selon le projet de directive, l'ensemble de leurs travailleurs de leur droit à recevoir ces informations. Ils pourraient cependant exiger que de telles informations ne soient pas utilisées à, je cite, à d'autres fins que la défense de leur droit à l'égalité des rémunérations. Chers collègues, au final, l'écart de rémunération moyen entre les genres, j'utilise toujours le langage de l'Union européenne, s'élève à 16% de l'Union européenne, avec un pic évalué à près de 26% en Estonie. Il a à peine diminué au cours de la dernière décennie. Cela est rapporté par l'Institut européen pour l'égalité des genres en 2019. Sans mesures contraignantes en matière d'égalité salariale, les femmes devront encore attendre en moyenne 84 ans pour obtenir l'égalité de rémunération, si les tendances actuelles se poursuivent. Et cela est indiqué par la Confédération européenne des syndicats en octobre dernier. Je cite maintenant. Un manque général de transparence sur les niveaux de rémunération au sein des organisations maintient une situation dans laquelle la discrimination et les préjugés salariaux fondés sur le genre peuvent passer inaperçus. Analyse quant à elle la Commission dans le projet de directive. L'institution de l'Union européenne envisagerait de laisser 2 ans aux États pour se conformer à la directive à compter de son entrée en vigueur. Reste toutefois pour cela à obtenir l'aval du Parlement européen et surtout l'aval du Conseil de l'Union européenne, autrement dit des gouvernements, dont certains ont récemment bloqué certains textes au seul motif que ceux-ci se référaient au concept d'égalité de genre. Voilà, avec ces mots, je termine mon allocution. Je vous remercie encore une fois de m'avoir entendu. Je me mets à votre disposition pour la discussion qui va éventuellement suivre. Merci. Je vous remercie, monsieur le professeur. Vos propos de ce cours magistral que vous venez de nous offrir nous permettent de prendre la mesure de la complexité et de la difficulté qui est celle des pionniers, des juristes qui mettent en œuvre nos traités, et aussi de l'esprit critique qui vous anime et de l'exigence qui est la vôtre, y compris vis-à-vis des organes de contrôle des traités auxquels vous participez, y compris même de l'Union européenne. Donc nous vous remercions pour cette audace et pour ce franc-parler qui est le vôtre. Je retiens ce qu'un public profane peut et doit saisir de votre propos. Premièrement, de votre propos sur l'institution même, l'aspect
de la machine, de la cuisine institutionnelle, si je puis dire, au sein même du Conseil de l'Europe. Et pour rappeler que le Conseil de l'Europe, première organisation pan-européenne, est né après la grande Seconde Guerre mondiale pour mettre fin aux atrocités et aux crimes terribles que l'Europe a connus, qu'il dispose de traités qui sont l'épine dorsale de notre protection des droits, de notre civilisation démocratique européenne, et que l'Europe offre au monde une exception dont nous devons prendre la mesure, non seulement parce que ce système de protection des droits sociaux, en l'occurrence, est le plus poussé, mais parce qu'il y a un organe juridictionnel qui a la force de suivre l'application de ces traités et de mettre en cause la responsabilité des États. C'est une exception mondiale. Avec la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité européen des droits sociaux assure ce rôle. Et d'ailleurs, les droits contrôlés par les deux organes sont complémentaires, sont indivisibles. Néanmoins, il y a des limites. Il y a des limites même institutionnelles, car en dernier ressort, c'est les États qui sont dépositaires du pouvoir de décider et d'appliquer, y compris de pousser leurs homologues de mettre en œuvre les décisions de ces organes judiciaires, pour le cas du comité en l'occurrence. Et c'est ça que vous allez... La Cour aussi, c'est pareil. C'est pas différent pour la Cour. Je parle sous votre contrôle comme un élève, mais pour essayer de vulgariser le propos pour le plus grand nombre. Le deuxième grand message que l'on doit retenir, c'est que parmi les droits qui sont garantis par la Charte sociale européenne figure l'égalité de rémunération pour un travail égal, mais aussi l'égalité des chances dans le domaine de l'emploi pour les femmes et les hommes. Et en l'occurrence, c'est ces droits-là qui ont été violés par 14 États, comme l'établit la décision la plus récente et historique du comité, qui a été rendue publique l'année dernière, en juin, le 29 juin dernier, si mon souvenir est bon. Et ça, ça a une portée historique, parce que pour la première fois, c'est un organe juridictionnel qui met en cause 14 États au cœur même de l'Europe, parce qu'ils violent ces traités, ces droits, et vous avez énuméré les normes que le comité dégage et qui sont pour nous des phares, comme des petites lumières, des petites bougies que vous allumez pour que l'on puisse s'en emparer et les répéter dans nos combats. Vous avez invoqué que le comité condamne plusieurs États parce que même si dans leur législation il y a l'égalité salariale, ils n'assurent pas les recours effectifs aux femmes victimes qui sont discriminées par leur employeur. Ils n'assurent pas la transparence des salaires et la comparaison qui doit être faite entre les salaires. Ils n'assurent pas l'obligation de promouvoir cette égalité salariale, y compris par des organes indépendants qui soient dédiés à cette mission, des organes dédiés à la protection des droits humains. Ils n'assurent pas, enfin, l'égale participation des femmes et des hommes dans les organes de prise de décision dans le monde économique des entreprises. Donc, c'est en soi une série d'obligations qui ne sont pas théoriques, c'est des droits réels que le comité exige. Il exige des États qu'ils appliquent cette
ces obligations. Donc, pour nous, c'est autant d'éléments qui doivent être connus et explicités. Également, je voudrais souligner dans votre propos la critique que vous faites de la nouvelle initiative de législation au niveau de l'Union européenne pour exiger qu'il y a des mesures contraignantes pour résorber cet écart de rémunération qui est à 16% en Europe. Et c'est un élément qui doit quand même nous être prioritaire dans notre combat, car l'égalité salariale, on doit le rappeler, c'est le plus ancien des droits des femmes qui a été consacré il y a 100 ans déjà par l'Organisation internationale du travail, dont on a fêté l'année dernière le centenaire. Un siècle plus tard, dans le cœur de l'Europe même, l'inégalité de salaire est de 16%. Donc, c'est les éléments que moi, en tant qu'élève, je retiens de votre propos. Et nous avons 1 heure pour écouter aussi des interventions encore plus détaillées et combatives des actrices à la fois du monde académique qui œuvrent pour la promotion des droits sociaux auprès des jeunes générations, mais aussi du mouvement des femmes. Et je passe tout de suite la parole en premier lieu à Anne Nègre pour compléter votre intervention, puisque Anne, en tant que présidente d'une très importante organisation internationale, l'Organisation des femmes diplômées d'université, mais aussi en tant que vice-présidente de la conférence des ONG du Conseil de l'Europe, qui est une institution qui est le 4e pilier du Conseil de l'Europe, une assemblée de 320 ONG. Elle œuvre et elle est à l'origine de cette première historique que vous nous avez présentée. Elle est à l'origine de cette décision du Comité européen des droits sociaux. Anne, j'ai le grand plaisir de te donner la parole. Merci. Merci vivement et je vous remercie, professeur, de cet exposé qui m'a réjoui et qui effectivement met de l'ampleur au travail que j'ai mené. Alors pourquoi j'ai dit que j'ai mené ce travail? C'est parce qu'effectivement, il se trouve que par les amitiés, j'ai été sollicitée pour me présenter à la conférence des ONG. La conférence des ONG est donc un des 4 piliers du Conseil de l'Europe, à côté, c'est le tout petit pilier, à côté de l'Assemblée parlementaire, du Comité des ministres et du Congrès des régions. Et donc, j'ai été sollicitée en 2015 pour devenir experte égalité. Le poste après, 3 ans après, est devenue vice-présidente en charge de l'égalité et je suis en fin de mandat. Et dans cette fonction, ce qui a été très intéressant, c'est que j'ai pu assister à la commission de Gender Equality Commission, c'est-à-dire la commission où les États ont des représentants et traitent des questions d'égalité. Et la première fois où j'y suis allée, il y a eu la présentation par le secrétaire exécutif de la Charte sociale de ce qu'était la Charte sociale, de ce qu'étaient les rapports entre les États et cette Charte sociale, des rapports quadriennaux généralement qu'ils sont tenus de donner et des quelques réclamations collectives qui sont, depuis 1995, ainsi qu'on vous l'a parfaitement indiqué, possibles pour les ONG habilités à cet effet sur une liste et 2, les syndicats, généralement, c'est les grands syndicats européens. Et alors, Régis Brillat, qui était celui qui était secrétaire exécutif à la fin, a indiqué que jamais de réclamation collective n'avait été déposée
sur l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Alors évidemment, la militante associative de toujours, féministe, et se battant pour l'égalité et dans son métier avocate spécialisée en droit du travail, s'est dit, oulala, mais il faut que j'y réfléchisse, il faut que je regarde, il faut que j'en parle et que je fasse les recherches. Alors, les recherches, elles ont été rapidement menées parce que malheureusement, il n'y a quasiment rien. Hein. Vous avez ce qui est indiqué sur le site du Conseil de l'Europe, et puis après, bon, alors on m'a dit, il faut regarder les avocats au Conseil. Alors j'avais été formée chez un avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation et j'ai vu 2-3 décisions qui avaient été proposées, réclamations faites. Et donc j'ai appelé un de mes anciens confrères, enfin toujours confrère, mais ancien copain de la Cour de cassation, et j'ai discuté avec lui et j'ai dit, bon, bah, tu as un modèle, oui, donne-moi, que je puisse étudier et voir comment on fait un mémoire. Bon, et ainsi de suite. Bon, après, j'en ai parlé à mon association parce que jamais nous n'avons fait de recours. L'Association française des femmes diplômées des universités s'entend. Elle est membre depuis toujours de la fédération internationale qui s'appelle aujourd'hui Graduate Women International. Et le regroupement européen qui s'est constitué des associations s'est constitué en 1983 pour devenir justement au Conseil de l'Europe accrédité. Donc, j'allais proposer à l'ONG quelque chose de tout à fait inhabituel. Bon, alors, comme ça s'est passé très bien, c'était à Utrecht, j'ai pu aller faire des recherches où tout le fond historique de nos associations GW, Graduate Women International, et UWR, University Women of Europe, sont. Donc, j'ai commencé par des recherches aux archives d'Amsterdam. Bon, parce qu'il fallait quand même que je sois sûre de comment on s'était construit. J'ai fait voter avec, heureusement, l'accord du board de UO a été immédiat. À l'époque, je n'étais pas encore présidente. Enthousiaste. L'Assemblée générale a voté à l'unanimité, ce qui n'était pas du tout acquis. Et après, la première chose que j'ai eu à faire, c'est habiliter notre association, OING, à de pouvoir déposer des requêtes. Et après, naïvement, je me suis dit, c'est pas difficile, je vais trouver des équipes de 2-3 par pays et hop, boum, je ferai la synthèse. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je me suis retrouvée avec un engagement formel que j'avais pris. J'avais engagé l'OING, j'avais déposé des dossiers et je n'avais pas grand monde pour m'aider. Donc, ça a été terrible. Et donc, les recherches ont été très complexes. Et je n'ai jamais fait autant de recherches ni autant de travail que depuis ma thèse de doctorat. Ça a été intense, énorme. Et donc, j'ai pu déposer des réclamations collectives. Et ça a été un travail d'enfer parce que à chaque fois que je faisais une réclamation, je la finissais, j'en commençais une autre et nécessairement, je la modifiais. Donc, je me disais qu'il fallait absolument que j'ai un tronc commun, autrement, si ça partait dans tous les sens, ça serait insupportable pour les conseillers du Comité européen des droits sociaux. Donc, ça m'a donné encore plus de travail, si je puis dire. Parce que alors, quand j'étais à la 15e et que j'avais des nouveaux textes et qu'il fallait que je modifie quelque chose, il fallait que je le fasse sur 14 autres. C'était insupportable. Mais j'ai abouti et j'ai pu, voilà. Et première stupéfaction, 11 États ont attaqué ma recevabilité. Alors je dis, mais comment est-ce que je pourrais ne pas être recevable? Je suis tombée de l'armoire, si je puis dire. Eh bien non. Et alors, ce qui était particulièrement étonnant, parce que moi j'étais tout à fait néophyte, si j'ai une bonne expérience des juridictions françaises, voire européennes, j'en ai pas du tout au niveau de cette juridiction qu'est le Comité européen des droits sociaux. Et alors là, si ça avait été l'équivalent en France, ça aurait été choquant. Les États se sont groupés entre eux pour répondre. Et alors, je le voyais clairement, on le voyait en lisant les… Pardon ? C'était une première, ça. C'était écoutez, je ne le savais pas. Donc, quel honneur! Et alors, la Grèce a prétendu que j'allais mettre en cause le système lui-même. Vous vous rendez compte la gravité que les Pays-Bas a reconnu qu'ils avaient travaillé ensemble, donc je n'ai même plus à le démontrer, c'était évident. Donc, 3 par 3, il y avait des… Bon. Et alors là, je me suis sentie incapable de répondre avec certitude, parce que quand vous regardiez sur la base de données UDOC, moi, je suis quand même une vieille avocate, donc j'ai l'habitude, j'ai formé quand même, comme je vous l'ai dit, à la Cour de cassation, donc c'est des choses que j'ai l'habitude de lire, les arrêts, les discours, mais simplement, comme vous n'avez pas de recueil de jurisprudence qui vous explique, et des professeurs de droit comme M. Tangos qui vous font des magnifiques articles, tout est équivalent. Vous êtes comme un débutant. Donc, je ne savais pas les décisions qui ont de l'importance ou qui n'en ont pas.
Donc, quand vous avez un peu d'expérience dans une matière, bah, vous savez, hein, ça, c'est pas la peine, ça, c'est topique, ça, c'est général. Enfin, bon, là, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'étais tout d'un coup quand même très, très enquiquinée. Je téléphonais à mon copain à la Cour de cassation. Il m'a dit, bon, moi, je ne sais pas quoi faire. C'est beaucoup trop difficile pour moi. Bon. Et alors, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai appelé au secours et j'ai écrit à Jean-Michel Bélorgey, qui est l'ancien président français, qui était français, du Comité européen des droits sociaux, qui a été, à l'époque où il était en activité, conseiller d'État, président de chambre, enfin vraiment un très grand, et même c'est un très grand juriste. Je me suis dit au pire, je suis ridicule. Bon, eh bien écoutez, il m'a téléphoné à l'instant où il a reçu ma lettre et il m'a dit je vous attends demain à 10h. Bon, alors c'est extraordinaire parce que il m'a dit bon, j'ai fait des projets de réponse, il m'a dit bon là c'est nul, là c'est pas bon, etc. Bon, enfin là, vous voyez, voilà, mais j'avais quelqu'un qui me relisait, quelqu'un qui me disait là vous vous fourvoyez, là vous avez oublié cet élément. Bon, attendez, c'était inespéré. Et sans Jean-Michel Bélorgey, qui m'a tenu à bout de bras, hein, je dois le dire, je suis vraiment la cause féministe lui doit beaucoup. Nous n'y serions pas arrivés. Bon, alors, après ce qui s'est passé, ce qui est absolument incroyable, c'est que je voyageais beaucoup pour la conférence des ONG, je donnais des conférences dans beaucoup de pays et avec beaucoup de surprises, dans 2 pays, j'ai les responsables des organes d'égalité qui sont venus me voir, qui savaient que j'étais dans la liste des participants et donc ils sont venus me voir. Et qui m'ont dit, surtout l'un, écoutez, le rapport que j'ai établi ne sera pas publié, m'a-t-on dit. Ah, bon, alors moi, ça m'intéressait le rapport d'un défenseur à l'égalité d'un pays. Et je lui dis, bah, écoutez, est-ce qu'il est sur votre site internet? Non, mais je vais le mettre. Il doit y être. Très bien. Est-ce qu'il est en anglais aussi? Oui, il sera en anglais. Très bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté. Je pourrais le prendre, le copier et du coup, cette source, je pourrais la mettre. Autrement, il n'en est pas question. Bon, il faut que j'ai toujours la filière de mes sources. Alors, il y a eu à peu près 80 à 120 pièces par État. Donc, vous imaginez le travail à manier tout ça. Un m'aurait suffi. Ensuite, ce qui a été très compliqué là aussi, c'est de voir la mauvaise foi des États. Parce que j'ai l'habitude de la mauvaise foi des défendeurs. Mais quand c'est un État, on est naïf, on imagine que s'ils votent des lois, c'est pour les appliquer. Et alors, la praticienne que je suis, qui a voulu rester praticienne du droit, j'ai indiqué que ce n'était pas aux femmes de porter sur leurs épaules pour faire des contentieux à tire-larigot pour obtenir leurs droits. Ça n'a pas de sens de vivre comme ça. Et une femme qui fait ça, c'est mon expérience d'avocate spécialisée en droit du travail, je peux vous dire qu'elle est licenciée très rapidement pour autre chose, mais elle est licenciée rapidement. Bon. Et que vous soyez pour l'employeur ou pour la salariée, vous le savez. Bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça a été balayé par les décisions parce que eux, ce ne sont pas des avocats praticiens. Ils ne savent pas ça et ça ne les intéresse pas. Alors après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'effectivement, il y a la stratégie pour l'égalité de l'Union européenne qui est très intersectionnelle, sans doute celle à laquelle j'ai participé dans mes fonctions d'experte égalité et de vice-présidente en charge de l'égalité pour la stratégie de l'égalité du 7 mars 2018, l'est sans doute moins au Conseil de l'Europe, mais ça n'empêche qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut prévenir et combattre les stéréotypes de genre, donc quand même les discriminations quand vous manquez de place de femmes dans les hiérarchies et les responsabilités. Il faut garantir aux femmes l'égalité d'accès à la justice, c'est ce que je réclamais, assurer une participation équilibrée des femmes à la prise de décision. Je suis exactement dans la stratégie pour l'égalité. Mais il y a un monde entre ce que vous faites là, c'est-à-dire de porter ces actions. Je précise aussi qu'elles étaient absolument bénévoles, même mes frais n'ont pas été pris en charge, je ne les ai pas demandés. Donc c'est 100% du travail bénévole, hein, et qu'on ne prend pas en compte l'importance de ce que vous soulevez. Parce qu'effectivement, c'est quand même extraordinaire de se dire qu'il faut aller devant une juridiction pour essayer que les États se bougent. Alors je le sais, parce que j'ai eu des remarques d'ambassadeurs que je croise à la cafétéria ou autre, qui étaient horrifiés de ce que je faisais. Alors la femme assez classique comme ça, qui est devenue le monstre qui les attaque et n'apprécie pas du tout, mais pas du tout. Donc il y a eu,
j'en suis convaincue, j'en ai pas la preuve évidemment, des très grandes pressions sur les décisions, sur le secrétariat, je pense, de la Charte sociale et sur une ambiance globale, parce que les juges sont autonomes, sont indépendants, mais il y a eu une pression qui fait que, à part M. Stangos, qui a vraiment eu du courage avec ses opinions dissidentes, c'était une main tendue de courage d'audace qu'ils pouvaient saisir et qu'ils n'ont pas saisi. Donc, c'est une occasion manquée. Ceci dit, ce n'est pas parce que cette occasion n'a pas eu les résultats escomptés. Et vous voyez d'ailleurs, comme l'a rappelé M. Stangos, que c'est absolument stupéfiant. Ça fait 9 mois, ils ont mis 4 ans à rendre les décisions. Bon, jamais ils en avaient eu autant d'un coup. C'est la première fois qu'il y a eu 15 décisions, 15 réclamations. Première fois que c'est sur un tel sujet. Première fois que l'Union européenne est intervenue en faveur de réclamations. Première fois que Equinote, les réseaux des défenseurs des droits, est intervenu. Donc Jacques Toubon pour la France. Première fois que, non, alors il y a aussi la Confédération européenne des trade unions, c'est 56 millions de salariés, eux ils sont habitués, mais ils m'ont soutenu. J'avais été voir le commissaire aux droits de l'homme, Nils Mussnick, en décembre 2017, et je lui dis, mais il faut que vous interveniez, s'il vous plaît, ça serait bien. Alors, bon, écoutez, moi, je suis en fin de mandat, 3 mois, 4 mois plus tard, je vais partir, c'est trop de travail, je ne peux pas, puis écoutez, voilà. Alors, j'ai dit, mais faites quelque chose quand même. Alors, en force, au bout d'une heure de discussion avec lui et son cabinet, ils ont dit, bon, ben, je vous propose, je vais faire une déclaration. Et il a fait une déclaration sensationnelle pour dire que l'inégalité était inadmissible et l'absence de femmes dans les prises de décision inadmissible. Et avec plaisir, j'ai vu qu'elles ont, bien sûr, je l'ai produit, et ça a été repris dans les décisions. Bon, c'est important. Donc, vous voyez à quel point ce n'est jamais arrivé de l'histoire des réclamations collectives d'avoir autant de soutien. Ça n'est jamais arrivé. Et pourtant, est-ce que vous en avez entendu parler en France? Non. Est-ce qu'on en a entendu parler ailleurs? Non. Alors, je sais qu'en Finlande, on en a parlé. Et puis, pourquoi est-ce que la Suède a été exonérée? Parce qu'il fallait que quelqu'un soit exonéré, mais elle n'est pas mieux que les autres. Elle n'est pas mieux. Les constats sont affligeants. Alors, on vous a rappelé tout à l'heure qu'il y a 19% d'inégalité de salaire en France. Mais alors, vous allez dire, grâce à ces décisions, mais madame, vous vous trompez. Vous avez tout à fait tort. Vous avez 19% de salaire en moins que votre collègue, mais c'est faux. Voilà la décision. La France est parfaite, elle a une parfaite législation, sauf qu'elle ne l'applique pas. On le sait, ça. Mais bon, voilà. J'ai voulu faire je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, hein, soyons sincères, que si je l'avais vraiment su, je ne sais pas si j'aurais le courage d'affronter un peu seul tout ça. Alors, UWE était absolument à fond derrière moi. D'autres comme, évidemment, Sophie était parfaite. D'autres aussi, je n'étais pas complètement seule. Gwendoline Lefebvre, qui est devenue la présidente du lobby européen, a fait tout ce qu'elle a pu pour pouvoir m'aider en trouvant des relais. Donc, j'ai eu des gens au Portugal, etc. Donc, je simplifie largement. Et heureusement qu'elles étaient là, parce qu'autrement, à certains moments, je vous assure que mon moral était quand même abattu. Mais les éléments que m'a donné Sophie pour la Grèce ont été absolument nécessaire. Et grâce à Google Traduction, j'ai pu répondre et avoir des exemples de ce que disaient les ministres. Parce que alors, j'ai traduit égalité de salaire ministre 8 mars, j'ai traduit ça en bulgare, et j'ai eu des articles de journaux j'ai eu la traduction. Du coup, avec la traduction, j'ai pu mettre des recherches de Google d'articles de journaux et j'ai pu, du coup, traduire quelques lignes pour voir qu'il n'y avait pas trop de contresens et de reconnaître que tous les pays, quels qu'ils soient, avaient cette inégalité qui était reconnue comme telle par leurs élus et leurs gouvernants. Donc, encore une fois, on est dans la mauvaise foi absolue de ceux qui nous gouvernent, quel que soit leur orientation. Enfin, la Grèce d'avant n'est pas la Grèce d'aujourd'hui avec la présidente de la République, on est d'accord, mais ceci étant, comme dit M. Stangos, dans 84 ans, je crains que malheureusement, ça soit toujours là. Alors, la directive, s'il n'y avait pas eu ce projet de directive, j'avais commencé à préparer des recours contre les États européen, parce que je me suis de l'Union européenne, parce que je me suis dit, oh, bon, j'en suis, continuons, maintenant que je connais un peu le format, comment ça marche, j'arriverai, peut-être, je trouverai un Jean-Michel Bellorgébis qui aura la bonté et la générosité de m'aider, mais comme j'ai su qu'il y avait ce projet de directive, ça perd un peu de son sel.
Voilà. Je me permets de signaler ici que l'Islande, par exemple, il y a 2-3 ans, a voté une loi qui rend l'inégalité de salaire une infraction. Voilà ce qu'il faut obtenir, c'est qu'elle se soit une infraction, tant que ça ne sera pas. Alors au début, je n'y croyais pas. Quand j'étais jeune avocat, je me dis, oh, avec les lois, la bonne volonté, etc. Mais je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Il y a des progrès, oui, mais ils ne sont pas suffisants. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? C'est que, bon, il y a beaucoup de choses vous ont dit, et ce que je vais finir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, précisément, c'est vrai que moi, je ne sais pas tout faire. Bon, et ce que j'aimerais, c'est que si quelqu'un connaissait, je fais un appel, là, quelqu'un qui sache manier les communiqués de presse, une campagne de presse au niveau européen. J'ai fait voter un petit budget par UWE. Grâce à la pandémie, malheureusement, on a un peu d'argent puisqu'on a fait beaucoup moins de choses. S'il n'y a pas de bénévolat, je comprendrais tout à fait. Et pour lancer une campagne de presse sur cette égalité salariale avec l'appui des réclamations collectives, et puis qu'on cesse de nous dire que les femmes, il n'y a rien, tout va bien, même en France, alors qu'il n'y a aucune femme dans les COMEX, comité exécutif, qu'on ne se moque pas du monde. Bon. Et qu'on puisse ainsi pousser le comité des ministres à agir, et agir dans le bon sens. Et le comité des ministres, il est sous le boisseau de ses membres, et ces membres ne veulent pas agir. Évidemment qu'ils ne veulent pas de résolution, de recommandation qui vont les contraindre dans des... Voilà, et se mettre à dos le patronat, alors qu'on sait, toutes les études montrent que plus il y a de femmes, plus il y a de diversité, plus il y a de remise en cause, et plus il y a de progrès dans les entreprises et de bénéfices, que c'est un cercle vertueux. Donc, allons-y. Et si vous entendez rapidement que ça soit la clé, que ça soit l'une ou l'autre, vous connaissiez quelqu'un qui soit capable de faire cette campagne auquel je tiens, mais que je suis incapable de mener, moi. Je peux donner de la substance, mais je ne suis pas capable. Chacun son truc. Hein. Eh bien, moi, je pense qu'il faut la mener, éventuellement la mener tout ensemble, parce que ce n'est pas à UE encore. Je pense qu'on serait beaucoup plus forte s'il y avait le lobby européen, s'il y avait la FEM, s'il y avait tout le monde, la Fondation des femmes et que sais-je. Nous sommes tous concernés. Et voilà. Voilà sur quoi j'aimerais terminer et qui est plutôt un grand appel. Parce qu'autrement, tout ce travail, je veux bien, c'est un premier coup de semonce. Les États ont pris conscience qu'on pouvait, nous, les pauvres petites femmes, agir. Et ils ont été surpris qu'on utilise à cette fin-là et de cette manière-là, ce qui était pour plutôt corriger un petit arrêté qui n'allait pas bien dans tel ou tel domaine. Ah non. Ils nous ont donné un droit, on s'en est saisi, on l'a utilisé, le résultat est là. Il n'est pas aussi beau que j'aurais voulu, bon, c'est comme ça. Ça sera mieux la prochaine fois. Voilà. Merci, chère Anne, pour ton témoignage qui est à la fois bouleversant et j'avoue, préoccupant pour l'avenir. Et chères amis, chères participantes, nous avons été témoins ici d'un échange de très haut niveau entre un juge et une avocate dans tous les sens du terme, dans le sens de la défense des droits des femmes, qui a eu le courage, sans doute par inconscience des difficultés, de s'attaquer à 15 États et d'obtenir qu'il y ait une décision aussi historique du comité, malgré ses limites, et qui nous lance un appel aujourd'hui pour que ce combat judiciaire des femmes, qui est toujours à l'origine des grandes conquêtes, puisse être relayé par d'autres acteurs pour que l'opinion publique soit alertée et pour qu'on puisse faire usage de ces conquêtes pour les mener plus loin. Et en se faisant par ce témoignage qui est celui de la lutte judiciaire et de la victoire la plus récente, Anne, tu nous permets de prendre la mesure de ce qu'ont été plus d'un siècle de lutte féministe, car aucun droit n'a été octroyé. Chaque pas a été obtenu
avec ce type de courage, de détermination et de dialogue entre les acteurs éclairés, y compris les juges qui ont un rôle majeur pour la réalisation de nos droits. Et je passe la parole à notre chère amie Carole Nivard pour lui poser une question qui nous complète dans ce tableau très instructif, très riche. D'abord, nous avons parlé de 15 États, mais qu'en est-il de la France? Cette charte qui est un traité majeur aussi importante que la Convention européenne des droits de l'homme, est-ce qu'elle trouve une application satisfaisante en France? Et surtout en ce moment de crise où des droits aussi essentiels sont mises en question. Le droit à la santé, à l'assistance sociale et médicale, le droit de bénéficier des services sociaux, le droit à la protection contre la pauvreté, l'exclusion sociale, à la protection de la maternité, enfin à la non-discrimination qui est un principe général à la lumière duquel doivent être lus tous les droits. Est-ce que cet acquis, ce riche acquis de la charte, trouve une application satisfaisante en France Est-ce que les juges appliquent? Est-ce que les avocats connaissent? Est-ce que il y a un chemin encore à parcourir que doit-on faire finalement pour saisir la possibilité, ce levier extraordinaire que nous offre la Charte sociale des réclamations collectives, car c'est l'unique traité qui permet aux syndicats et aux grandes organisations internationales de la société civile de présenter des réclamations auprès justement des juges du Comité européen des droits sociaux. Où en est-on? Que doit-on faire? C'est très important pour nous les femmes d'avoir cet éclairage. Merci. Merci, merci Catherine, Sophie pour l'invitation. Beaucoup de questions que tu m'as posées. Je pense que je ne pourrais pas apporter toutes les réponses. Mais en tout cas, je vais prendre ma casquette d'enseignant-chercheur donc, mon idée, c'est voilà, d'éclairer et plus qu'un témoignage, un merveilleux témoignage qu'on vient d'entendre, les deux, parce que Pétros Tangos est universitaire, mais aussi a été membre du Comité européen des droits sociaux. Moi, je vais prendre peut-être le côté un peu plus pédagogique pour présenter cette question. À la fois, donc, élargir un petit peu pour sortir uniquement de cette question donc, de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et pointer un pays en particulier qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la France, qui faisait partie des États qui ont été condamnés, mais qui a pu être condamné aussi pour d'autres motifs. Alors en fait, en écoutant Pétros Tangos, donc, et le titre de notre conférence, donc c'est les 60 ans de la charte, mais la charte de 1961. Et c'est intéressant de relever que au moment où la procédure de réclamation collective a été mise en place, également, la charte sociale a fait l'objet d'une révision. C'est la charte sociale révisée, donc de 1995. Pourquoi j'en parle? Parce que au moment de cette révision, le texte a été, on va dire, actualisé sur certains droits et enrichi surtout de nouveaux droits. Et la France a ratifié et s'est engagée auprès de la charte sociale révisée. Et en outre, elle a accepté toutes les dispositions de la charte. C'est-à-dire qu'elle est engagée vis-à-vis de tous les droits, tous les articles, toutes les dispositions de la charte. Et je relève ça parce que du coup, la France est une sorte de bon élève dans le système de la charte sociale européenne, puisque non seulement donc, elle a ratifié toutes les dispositions, mais elle fait aussi partie des 15 États donc, qui ont accepté la procédure de réclamation collective et qui se trouvent du coup à devoir répondre devant le Comité européen des droits sociaux de la mise en œuvre de la charte, tant dans des rapports nationaux qu'ils doivent
rédiger, pondre et qui vont être soumis au regard du comité, que donc possiblement ils peuvent avoir à rendre des comptes lorsque une organisation ou un syndicat les attaque par le biais du système de la réclamation collective. Et je me rappelle d'avoir eu, j'avais écouté justement une représentante du gouvernement et qui était chargée justement de rédiger les rapports ou les mémoires en défense de la France devant le Comité européen des droits sociaux. Et du coup, il y avait ce petit syndrome de la bonne élève qui disait, mais vous comprenez, nous, parce que nous sommes la bonne élève, parce que la France est la bonne élève, elle prend plus le risque de se faire condamner. Donc en fait, si on est régulièrement condamné, ben c'est parce qu'on est plus soumis au risque de condamnation, parce que nous, on a accepté toutes les dispositions et on a accepté toutes les voies de contrôle. Donc il y avait j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, je me suis dit, mais voilà, ce que vous avez relevé, on sent bien la tension géopolitique entre les États, les discussions voilà, qu'il peut y avoir. Et la France fait figure de bonne élève devant ses camarades. Et aussi, en même temps, si elle tient ce discours, elle n'incite pas les autres États à approfondir leur engagement parce qu'ils se disent, ben, en approfondissant mon engagement, je risque de me faire condamner. Après, c'est intéressant, donc, cette question des condamnations, puisqu'on va le rappeler, c'est un des problèmes, c'est le manque de caractère contraignant des décisions du comité et du Conseil des ministres. Alors, juste par rapport à la question que tu posais, Catherine, sur quel intérêt pour la charte, pour les associations, en particulier les associations féministes, et en outre, dans cette période de crise sanitaire, de crise économique, de crise sociale. Et voilà, je veux juste, donc on a évoqué l'article 20 et l'article 4, paragraphe 3, sur la question de l'égalité homme-femme s'agissant des rémunérations. Mais il y a dans la charte tous les droits des travailleurs, tous les droits sociaux fondamentaux des travailleurs qui sont consacrés, mais pas seulement. Vous avez donc évidemment l'article 11, le droit à la protection de la santé, et tous les droits de la protection sociale, le droit à la sécurité sociale, le droit à l'assistance sociale, ainsi que tous ces droits qui se spécialisent ou en tout cas mettent le focus sur certains groupes particulièrement vulnérables. Donc là, vous avez la protection des enfants et des adolescents, les personnes handicapées, bien sûr, article 15. Vous avez, du coup, dans les nouveaux droits qui ont enrichi la charte révisée en 1995, la protection des personnes âgées. Et vous avez certains droits qui manquaient un peu à l'appel en 1961, mais qui se trouvent aujourd'hui consacrés. L'article 31, le droit au logement, qui est un droit d'ailleurs sur lequel la France se fait souvent condamner, je rappellerai rapidement. Et il y a un droit extrêmement intéressant et novateur, je vous voyez à l'envers, c'est le droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et là, c'est vraiment une des rares dispositions, tant au niveau national qu'international, européen, qui a été formalisée et qui contient, à mon sens, de grandes potentialités. En tout cas, voilà, donc il y a vraiment un vivier de dispositions qui peuvent s'avérer très utiles. Et elles concernent toutes, évidemment, les femmes, voilà, en tant que travailleuses, en tant qu'enfants, en tant que personnes handicapées. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir utiliser ces dispositions et de les combiner avec l'article E, qui est le principe de non-discrimination, c'est-à-dire l'interdiction de discriminer dans la jouissance de tous ces droits. Et évidemment, interdiction de discriminer également, évidemment, sur le fondement du sexe. Donc, vous avez des dispositions spécifiques sur la question de l'égalité homme-femme, mais en même temps aussi la possibilité de combiner avec le principe transversal de non-discrimination dans la jouissance de ces droits. Alors, effectivement, cette question du contrôle européen qui est fait par le Comité européen des droits sociaux,
évidemment, il pose un peu problème parce que c'est vrai que bon, la France, les juristes, les étudiants en droit, les avocats et même les juges aujourd'hui connaissent bien la Cour européenne des droits de l'homme, connaissent bien la Convention européenne des droits de l'homme et connaissent beaucoup moins la Charte sociale européenne. Et il me semble que la création de la procédure de réclamation collective a tout de même permis une petite notoriété à la Charte sociale européenne et en particulier en France chez les juristes spécialistes de droit du travail. Je veux dire, il y a quelques années, la Charte sociale européenne, on n'en parlait pas nulle part et même pas chez les spécialistes de droit du travail. Aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus, même si je suis bien d'accord que ça manque d'énormément de médiatisation, on entend quand même un petit peu plus parler de la charte. Mais c'est encore le début. Pourquoi bon, déjà, pour répondre à la question de Catherine, qu'est-ce qu'il faudrait? Bon, ben là, il y a clairement un problème de formation. Formation. Et pour la petite anecdote, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je cherchais des décisions récentes où la charte sociale était contrôlée, enfin fait l'objet d'un contrôle, en tout cas a été examinée par le juge. Et j'ai lu une décision d'une cour administrative d'appel, donc en appel, qui évoque la charte, qui dit que, bon, je vais en reparler, que la disposition invoquée n'est pas d'effet direct, donc elle ne peut pas l'examiner. Voilà, donc il rejette la possibilité d'invoquer en justice une disposition de la charte, et qui dit en dessous, juste à la suite, donc c'est pas d'effet direct, et puis, de toute façon, c'est tellement évident que je n'ai pas à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne pour m'en assurer ou pour avoir son interprétation. Donc là, nous avons quand même un juge. Alors, ça peut pas être, ça paraît pas choquant si vous faites pas un peu de droit. Mais quand on fait un peu de droit européen, là, il y a une confusion entre les 2 Europes, en fait. Là, la personne, elle a tout mixé. Nous, là, la Charte sociale européenne, on est en train de parler du Conseil de l'Europe, les 47 États membres, l'Europe des droits de l'homme, de la démocratie, donc spécialisée dans ces domaines. Et elle mélange les deux avec l'autre Europe, l'Union européenne des 27, l'Europe économique, qui certes aujourd'hui garantit également des droits fondamentaux, mais voilà, et là je me suis dit, bon, je suis même allée vérifier quand même qui avait fait le rapport et elle n'a pas 75 ans, la dame, hein, donc a priori, elle a eu quelques heures de cours de droit européen, mais elle les a visiblement oubliées. Donc voilà, je suis désolée, moi, ça me choque. Enfin, en tout cas, c'était la petite anecdote pour montrer à quel point l'ignorance des juges et de la grande majorité des avocats est telle que, d'ailleurs, souvent, si l'avocat, dans son mémoire, dit une bêtise, elle va être reproduite dans la décision. Hein. Ça arrive aussi régulièrement. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que malgré ce, on a quand même des vrais obstacles, des vraies limites juridiques et notamment d'accès à la justice. Alors, on a déjà commencé à évoquer la question de la limite du mécanisme de contrôle au niveau européen, qui, voilà, clairement n'est pas aussi foudroyant que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui non seulement est un arrêt, mais en plus qui constate une violation du droit fondamental d'une personne, d'un individu, c'est pointé. Et il y a une indemnité à lui payer si jamais, effectivement, la France, enfin, l'État a violé la Convention. Et c'est un des problèmes de la charte sociale et peut-être aussi des droits sociaux, peut-être d'une manière générale. La charte sociale, finalement, du coup, le mécanisme de contrôle, il n'est pas accessible par un individu. C'est un avantage inconvénient, c'est-à-dire, pour moi, je trouve que c'est un très bel avantage parce que justement, ça met en lumière le travail des syndicats, des ONG et la défense des intérêts collectifs. C'est extrêmement important parce que justement, surtout pour les ONG, il s'agit de la défense de personnes qui
souvent, ce sont des personnes vulnérables, des catégories de personnes vulnérables qui, de toute façon, d'une manière générale, ont des grandes difficultés pour accéder à la justice. Il y a un problème d'accès à la justice, des pauvres, des personnes vulnérables. Ce n'est pas la personne handicapée qui subit des violences dans son asile qui va d'un coup se dire « mais tiens, si je saisissais la Cour européenne des droits de l'homme », d'accord ? Donc là, effectivement, c'est un énorme avantage de pouvoir permettre cet accès aux organisations collectives pour porter la parole des plus faibles, des plus vulnérables. Ça, c'est évident. Mais je trouve qu'effectivement, le revers de la médaille, c'est que du coup, en portant, il est interdit devant le Comité européen des droits sociaux concrètement de demander le constat de la violation des droits d'une personne. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne peut pas demander des indemnités ou une condamnation pécuniaire. Et donc, du coup, il y a quelque chose, il y a le lien, il y a un lien à faire entre la réclamation qui est portée, qui va porter une parole, une souffrance, une mission, un objectif, qui va porter des valeurs, qui va porter un combat, des luttes à la médiatisation et l'effectivité pour les individus du bénéfice de ces droits. Et là, on arrive à ce que vous avez dit, c'est-à-dire le problème, c'est l'État. Et c'est un peu le problème des droits sociaux. Le problème, c'est que la grande majorité des droits sociaux ont besoin d'une réalisation par l'État, d'une action de la part de l'État. Et les États, ils se cachent derrière ça, clairement. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, mais attendez, ça dépend de ma politique économique, ça dépend donc, du coup, de mes moyens financiers, de mon budget, ça dépend de ma politique sociale. Et ça, c'est ma marge d'appréciation, c'est à moi de décider à qui je donne des aides, de quel montant. Et il se cache derrière ce qu'on appelle en droit européen une marge nationale d'appréciation, qui fait qu'ils redoutent que les juges pointent leur nez dans les choix économiques, sociaux, politiques qu'ils ont faits. Et pour moi, c'est le même comportement. Les États qui, au Conseil de l'Europe, ne souhaitent pas plus s'engager vis-à-vis de la Charte sociale européenne, ne souhaitent pas s'engager dans la procédure de réclamation collective, ne souhaitent pas qu'il y ait un véritable contrôle et une véritable contrainte à la suite d'une condamnation du Comité européen des droits sociaux. Je ne parle même pas on avait envisagé la création il avait été envisagé au sein du Conseil de l'Europe la création d'une Cour européenne des droits sociaux. Je pense que c'est enterré face à l'absence de volonté des États. Et on retrouve cette réticence au niveau national. Et elle est portée par l'État, mais aussi par les juges. Et je vais terminer là-dessus, je suis désolée, je suis intarissable. Mais moi, je mets beaucoup d'espoir dans les juges nationaux pour prendre le relais de tout ce travail formidable que fait le Comité européen des droits sociaux. Si le Comité européen des droits sociaux ne peut pas arriver à rendre formellement une décision contraignante, il a dit le droit, il a interprété la charte et il faut s'en saisir. Alors oui, il faut que les avocats, les associations s'en saisissent, mais il faut aussi que les justiciables s'en saisissent et que les juges nationaux s'en saisissent. Donc concrètement, il faut invoquer la charte devant le juge, soit en tant qu'association, soit en tant que femme. Enfin, voilà, je dis femme parce qu'évidemment, c'est la question du jour, mais soit en tant que justiciable. Il faut l'invoquer, et ce, même si la plupart du temps, vous allez vous prendre une porte dans le nez. Pourquoi ? Parce que, alors que la charte est un traité international, il est contraignant. D'accord ? Les décisions du comité ne le sont pas, la charte, si, elle l'est. Et donc, du coup, l'État s'est engagé à respecter ces dispositions et par ailleurs, elle s'est aussi engagée à respecter les décisions du Comité européen des droits sociaux. Mais bon, ça on ne va pas rentrer dans les discussions de juristes. Ce n'est pas de la soft law. Et moi, je ne supporte plus de voir des décisions de justice ou des juges qui disent c'est de la soft law. Mais ce n'est pas de la soft law, c'est un traité international. Toutes les lois françaises sont censées être conformes à ce traité. Et les juges sont chargés de contrôler que les lois françaises, les règlements, la pratique administrative, les actes administratifs soient conformes aux droits de la charte sociale. C'est les juges nationaux qui sont chargés de faire ça. Donc, il faut qu'ils le fassent. Mais
Et c'est là que, voilà, que c'est difficile. Et je suis désolée, c'est un peu technique. Les juges français ont du mal à admettre, de connaître en fait de la charte. Ils ont du mal à admettre ce qu'on appelle son invocabilité. Ils disent aux justiciables, la charte ne vous crée pas directement des droits. Voilà, la charte, elle dit il faut prendre des mesures pour l'égalité, pour les personnes handicapées. Vous êtes une personne handicapée, mais la charte n'engage pas la France à vous, individus, vous donner le droit à ci ou ça. Pourquoi? Mais là, cette fameuse marge d'appréciation, parce que le juge va dire, parce que c'est aux politiques de choisir sa politique économique, sa politique sociale et de dire qui a droit à quoi. Il y a une lueur d'espoir quand même, c'est que, alors que les juges français ont refusé pendant des années toute invocabilité à la charte, il y a un mouvement. Il y a certaines dispositions de la charte dont certains juges ont admis l'effet direct. Et il y a eu des contrôles et des condamnations sur le fondement de la charte. Alors, ce sont des droits, malheureusement, qui vont concerner les femmes, mais en tout cas, je vais vous dire, ce sont les droits syndicaux, le droit à la négociation collective, le droit à la protection contre le licenciement. Mais moi, je suis persuadée que les juges, la question n'a pas été posée sur article 4, paragraphe 3 et article 20. Et je pense que les juges français ne peuvent pas ne pas reconnaître l'effet direct de ces dispositions qui ne font que reconnaître le principe de non-discrimination. Donc, à mon sens, en tout cas, je me prépare à écrire quelque chose le jour où un juge dira le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, vous ne pouvez pas l'invoquer parce que ce n'est pas d'effet direct. Alors, ça ne veut pas forcément dire, ce qu'a évoqué Anne Nègre et Petros Tango, c'est les difficultés aussi à démontrer, à prouver la question de la transparence, on compare entre qui et quoi. Évidemment, on va dire que les femmes sont moins bien payées pour d'autres raisons. Enfin, en tout cas, voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura condamnation, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins contrôle de la part des juges nationaux et du coup, acclimatation à ce bel outil. Il faut que je me taise. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Merci beaucoup, chère Carole, pour cette explicitation qui nous permet de saisir à la fois les outils du droit de manière très tangible et la manière d'agir. Je donne tout de suite la parole à notre consoeur Jocelyne Adrien Medboul, qui peut nous amener dans une réflexion d'envergure plus internationale, à la fois en sa qualité de présidente de la coordination française pour le lobby européen des femmes, mais aussi de membre du Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes, qui a conduit des travaux également très circonstanciés, très critiques sur les différentes politiques nationales qui nous intéressent ici, et qui pourra également nous éclairer sur le processus de célébration de la conférence mondiale sur les droits des femmes, qui va nous occuper pour les 5 prochaines années. Et grâce à la clé, donc en France, un grand collectif s'est constitué. Notre organisation en est cofondatrice et nous œuvrons pour réaliser cette concertation nécessaire, appelée aussi par Anne Nègre, et porter ce plaidoyer au plus haut niveau des instances des Nations Unies. Chère Jocelyne, je te donne la parole. Merci beaucoup, Catherine. Merci de m'avoir invitée à clore cette rencontre sur l'égalité salariale en Europe. Et merci à tous les intervenants et intervenantes parce que c'était absolument passionnant. Et
je n'ai pas votre expertise en termes ni européens ni de droit européen, mais j'ai appris un millier de choses et je vous remercie de cette nourriture intellectuelle précieuse. Alors oui, moi j'aurais d'abord envie, je voudrais juste faire grosso modo 3 observations. D'une part, donc premièrement, effectivement, vous parliez, Carole Nivard, vous parliez de la Charte sociale européenne révisée en 1995 et évidemment, ça me renvoie au niveau international pour moi à la conférence mondiale des femmes de Pékin en 1995. C'est ce jeu entre l'Europe et l'international. Donc, j'aurais envie effectivement d'évoquer l'Europe versus le monde et le rôle des États et des organisations multilatérales. La deuxième observation sera sur le fait qu'aux côtés des autorités nationales et multilatérales, il y a la société civile que nous représentons. Nous sommes plusieurs à être des associations actives et nous sommes très importants effectivement aux côtés des autorités publiques. Et le troisième point, c'est que dans le contexte de la pandémie et de l'impact dévastateur de la pandémie sur les droits des femmes, c'est vrai que j'ai envie de dire que il n'y a pas que, alors que c'est énorme évidemment l'égalité salariale comme vous le rappeliez et comme tu le rappelais Catherine Sophie, mais je crois qu'il faut qu'on se batte sur tous les fronts de l'égalité de manière globale et déterminée. Donc, d'abord, je voulais juste dire un mot sur Europe versus le monde, sur l'inégalité salariale, parce que ce n'est pas d'égalité salariale qu'il s'agit, c'est bien d'une inégalité. Elle est de 15 ou 16% en Europe selon les sources. Elle est de 23% dans le monde. Et donc, c'est vrai qu'au-delà de l'égalité salariale, c'est l'égalité femmes-hommes qui est en jeu en matière d'intégration politique, de parité politique, en termes de postes de direction et de leadership féminin, en termes d'autonomisation économique. Et il me semble que l'Europe pourrait ou devrait pouvoir jouer de son rôle d'une certaine manière d'exemplarité par rapport à d'autres pays, même si effectivement il y a de larges bémols que vous avez très précisément soulignés les uns et les unes et les autres. Mais par exemple, pas la France. La France n'est pas un exemple en matière d'égalité, mais peut-être que quand on prend l'échelle du monde, le top 15 des pays des États qui se rapprochent le plus de l'égalité, il y a l'Europe du Nord quand même, avec effectivement l'Islande, la Norvège et la Suède qui sont le trio sur le podium. La France est beaucoup plus loin. Hein. La France est dans les 15, mais plutôt vers la fin, à la 12e ou la 13e place, je ne sais plus. Mais néanmoins, on est à un moment important et la France aura au premier semestre 2022 la présidence de l'Union européenne, puisque c'est une présidence évidemment tournante. Et je me dis que peut-être c'est effectivement l'occasion de mettre en œuvre par des mesures concrètes la fameuse diplomatie féministe de la France, qui, comme la Suède et comme le Canada ou le Mexique plus récemment, on déploie une politique extérieure, une politique étrangère qui affirme une démarche de plaidoyer féministe. Et donc, je pense que ce serait tout simplement peut-être l'occasion, peut-être que nous pouvons aussi proposer à la France, à cette occasion,
de mettre en avant quelques priorités très concrètes. Tu parlais tout à l'heure, Catherine Sophie, du Haut Conseil à l'égalité. Nous sommes en train, effectivement, de préparer, dans le cadre de la Commission des enjeux internationaux et européens, nous sommes en train de préparer un rapport sur et des préconisations pour la présidence française de l'Union européenne, justement. Et ça fait partie, il me semble que aux côtés des États, aux côtés d'institutions comme le Haut Conseil à l'égalité, les associations, mais évidemment les experts comme nous en avons dans ce magnifique panel, si nous nous mettons tous ensemble, on peut peut-être faire bouger un peu les lignes. Voilà, c'est une suggestion plutôt qu'autre chose. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'était qu'aux côtés des autorités publiques, donc, il y a effectivement la société civile et il y a des associations féministes qui sont actives, qui assurent non seulement un rôle de veille, mais aussi d'aiguillon, et que nous nous donnons à fond là-dessus. Aussi bien la Clé, je vais faire un tout petit peu de pub pour la Clé, c'est une ONG de plaidoyer en France, en Europe et à l'international, et c'est un réseau d'une centaine d'associations nationales de terrain pour les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes. Nous avons cofondé avec la FEM, justement, et avec une vingtaine d'autres associations, le collectif féministe pour le Forum Génération Égalité. Et c'est ce qui m'amène donc à parler du collectif féministe, pas du collectif, du Forum Génération Égalité, pardon, qui se tiendra aussi en juin 2021, donc du 30 juin au 2 ou 3 juillet, je ne sais plus exactement, enfin sur quelques jours. Et tous ces moments sont des rendez-vous importants qu'on ne peut pas se permettre de rater. C'est-à-dire que c'est des occasions, c'est un peu comme le 8 mars et l'occasion qu'on parle enfin sur le devant de la scène des droits des femmes. Eh bien là, c'est l'occasion, on a deux occasions qu'il faut que nous saisissions absolument, le Forum Génération Égalité et ces coalitions d'action qui vont se développer, se dérouler sur 5 ans, et la présidence française de l'Union européenne en janvier 2022 pour un semestre. Et puis, je voulais parler plus modestement du Forum international des droits des femmes que la Clé organise là tout de suite, bientôt, en avril, du 4 au 7 avril. Donc, à vos tablettes, à vos agendas, mesdames et messieurs les experts, vous nous feriez un grand honneur d'y participer. Ce sera évidemment en digital et nous présenterons une vingtaine d'ateliers sur les droits des femmes, qui sont des ateliers pilotés, conçus et pilotés par les associations de terrain de la Clé. Ça, c'était très important que ça vienne du terrain et que ce soit en fonction de leur expertise et de leurs compétences, de leur appétence, que ces ateliers se tiennent. Et donc, nous ferons remonter ce qui ressortira des ateliers sous forme de recommandations au gouvernement français, à Elisabeth Moreno, la ministre de l'égalité des droits des femmes, et au Forum Génération Égalité au travers de Delphine Haut, l'ambassadrice et secrétaire générale du Forum, pour la France, le Mexique et l'ONU. Voilà. Donc, tous ces rendez-vous me semblent être le moment pour dire que finalement 2021-2022, c'est peut-être une occasion de rebondir davantage et de ne rien lâcher. Ça, ne rien lâcher, on ne lâche rien en général, mais peut-être de faire en sorte que ce soit qu'on construise ensemble, qu'on co-construise ensemble un cercle de vigilance et de propositions.
enfin, je voulais troisième et dernièrement, je voulais vous parler, vous dire que c'est vrai que tout cela se combine, tous ces rendez-vous se combinent dans une situation très particulière qui est celle de la pandémie quand même depuis plus d'1 an que nous subissons et qui a, on le sait, un impact absolument dévastateur sur les droits des femmes dans le monde. On le voit en France, mais on le voit en Europe, mais on le voit partout dans le monde. C'est vraiment dramatique en termes de violence, en termes de pauvreté, en termes de frein à l'autonomisation économique. C'est-à-dire que, du coup, il me semble que la pandémie nous oblige encore plus, nous oblige à être sur tous les fronts et à être dans tous les domaines. C'est-à-dire, il y a l'égalité salariale, mais il y a aussi effectivement de pousser les femmes, pardon, excusez-moi, je ne pense que ce n'est pas le Covid, mais pardon. Mais effectivement, de pousser les femmes à accéder aux postes de décision, à oser prendre le leadership par des actions de mentorat, par du réseautage de femmes et d'hommes féministes. C'est aussi travailler sur l'accès et le maintien des filles à l'école parce que on sait combien cette pandémie a déjà commencé à marquer l'abandon de l'école par un très grand nombre de filles. Ça se chiffre en millions. Et tout le cortège qui va avec de mariages forcés, augmentés, de grossesses précoces et multiples, augmentées aussi, d'accroissement des mutilations sexuelles féminines. C'est-à-dire que tout se tient, tous les droits, toutes les questions d'inégalité se tiennent les unes les autres. C'est vraiment un jeu de mécano, j'ai envie de dire. C'est pas très heureux, mais c'est ça qui me vient à l'esprit. C'est la même chose donc sur l'accès à la santé, évidemment, par définition, et au droit à disposer de son corps. Et puis, c'est effectivement la parité en politique, parce que c'est vrai que la parité en politique est un moyen fondamental de faire avancer les droits. Une fois que les femmes sont dans des postes politiques et qu'elles ont la volonté de faire avancer les choses, elles ont aussi quand elles sont dans les postes de décision, aussi bien politiques que dans les grandes entreprises ou dans le public ou dans le privé notamment, elles ont aussi la volonté de renforcer l'égalité salariale, de faire en sorte que l'égalité femmes-hommes ne soit pas juste une théorie, quoi, mais que ça se traduise dans la pratique. Voilà. Et donc, je termine juste en disant que il me semble que, en tout cas, il faut qu'on essaie de trouver dans les gouvernements, dans les collectivités locales, il y avait le maire adjoint chargé de l'Europe de la ville de Paris. Bon, quand on a des appuis dans les collectivités locales pour les droits des femmes, quand on en a dans les gouvernements, quand on a quelques ministres ou quelques conseillers qui sont pour les droits des femmes, il faut tout prendre. Quand on a des institutions comme le Haut Conseil et que les associations féministes continuent et n'arrêtent jamais de toute façon de travailler dans ce sens, il me semble qu'il faut qu'on fasse de la porosité entre ces différentes strates qui souvent fonctionnent en couloir, hein, chacune dans son couloir, et que du coup, ça peut, ce moment de 2021 où il y a plusieurs rendez-vous importants, 2021-2022, ça peut être un rendez-vous réussi.
pour les droits des femmes et pour l'égalité, égalité salariale, mais égalité de manière générale, c'est-à-dire pour faire avancer, non pas pour arriver à l'égalité, il ne faut pas rêver, mais en tout cas pour faire avancer de quelque part. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci, chère Jocelyne. Permettez-moi de prendre quelques minutes supplémentaires de votre temps pour conclure donc cette soirée par la vision qui est la nôtre, celle de l'Association des femmes de l'Europe méridionale, mais qui est aussi la voix en France de l'Alliance internationale des femmes, et appuyer ce que, Jocelyne, tu viens de dire, ce constat de ce que cette pandémie aggrave et exacerbe toutes les inégalités et les violences et les crimes odieux qui frappent les femmes. Et nous vivons aujourd'hui un moment exceptionnel dans l'histoire du monde, un moment inédit de libération de la parole et de la colère des femmes. Nous l'avons vu avec ces manifestations dans toutes les villes, les pays, les continents. Cette semaine, de millions de femmes qui sont sorties dans la rue ou alors dans les réseaux sociaux pour dénoncer la peur et le caractère odieux de crimes, des inégalités et des violences qu'ils subissent, pour appeler à la réalisation de leurs droits humains et de l'égalité entre femmes et hommes. Donc c'est un mouvement d'envergure anthropologique pour les droits humains qu'on connaît, qui n'a jamais été vu de mémoire de féministe. Et il est de notre responsabilité en tant qu'association et en tant qu'acteurs réunis d'accompagner ce mouvement. Et notre message premier, c'est l'affirmation avant tout de ces valeurs universelles, de ces droits universels qui sont au fondement de notre civilisation démocratique européenne commune. Car aujourd'hui, il y a une grande confusion du débat et jusqu'au point où le mot universalité des droits est remis en question. Donc, nous sommes des féministes universalistes, nous partageons la même conviction européenne et cosmopolitique pour œuvrer à la réalisation de ces droits universels et leur application effective, de sorte que toute personne sur le territoire européen et aussi partout dans le monde, au-delà des frontières, puisse avoir accès et jouir de ces droits les plus essentiels. Et il est de notre responsabilité d'avoir un message de transmission aux plus jeunes générations qui ne connaissent pas ces luttes, qui n'ont pas, si ce n'est dans les manuels des droits humains, connaissance des grandes doyennes disparues qui nous ont précédées. Eh bien, il est de notre responsabilité de leur transmettre un message très simple à retenir. L'égalité entre hommes et femmes est à la fois un droit fondamental, c'est une valeur universelle qui est proclamée et qui est imposée par des traités de portée mondiale européenne, dont la charte sociale que nous avons abordée aujourd'hui. Ces traités ne se limitent pas à interdire les discriminations en raison du sexe. Ils exigent des États la promotion de l'égalité réelle dans tous les domaines politiques, par toutes leurs actions. Et ils tiennent pour responsables tous les acteurs sous la juridiction des États, que ce soit les acteurs publics ou privés. Tous les acteurs sont concernés. Et ils exigent une stratégie globale, comme tu l'as très bien expliqué, Jocelyne. Il s'agit d'une stratégie globale de promotion de ces droits, car les droits sont indivisibles. On ne peut pas séparer un droit d'un autre. Et ils exigent qu'ils excluent absolument que toute culture, tradition ou religion puisse être invoquée pour empêcher les femmes et les filles d'accéder à ces droits les plus essentiels.
Ces traités proclament donc le caractère universel et non négociable des droits des femmes. C'est cela le message que toute jeune femme, toute jeune personne militante doit retenir de cette mémoire féministe qui est la nôtre. Cet acquis universel, à la fois international et européen, est énorme. Néanmoins, il est en très sérieux péril. Cette architecture des droits et du système de protection des droits est aujourd'hui sapée de toutes parts, par la montée d'extrémistes religieux, identitaires, des forces, y compris d'États illibéraux, qui sapent cet acquis de la démocratie et de l'état de droit et qui attaquent en premier lieu les droits des femmes à disposer de leur corps et qui les confinent à des rôles traditionnels. En pleine épidémie, ces droits sont remis en question, nous l'avons vu en Pologne ou dans d'autres États au cœur même de l'Europe. Or, aujourd'hui, ce combat n'est pas uniquement le nôtre des associations de femmes. Heureusement, nous avons l'appui d'alliés éclairés qui sont les institutions du Conseil de l'Europe. Vous pouvez visiter le site spécialement dédié droits des femmes et Covid. Et également du secrétaire, même du chef des Nations Unies, qui par sa première déclaration en temps de Covid, des 5 et 9 avril dernier, a appelé l'ensemble des États au niveau mondial à un cessez-le-feu pour protéger et prévenir les femmes d'un déferlement de violence qui est sur tous les plans, des foyers où elles sont censées être protégées jusqu'au champ de guerre. Un cessez-le-feu. Les institutions internationales appellent les États à prendre des mesures concrètes et à pouvoir à donner aux femmes les services sociaux essentiels et prioritaires pour faire face à cette pandémie qui doit avoir comme priorité le respect et la défense des droits humains, qui doit mettre au centre des stratégies des États et de leurs plans nationaux la protection des droits des femmes et de l'égalité entre hommes et femmes. C'est ça notre plaidoyer, c'est le message principal que nous voulons transmettre par cet événement. Et nous appelons instamment tous les acteurs ici réunis à joindre leurs forces à nos campagnes et aux combats qui nous attendent pour cet appel à la défense de l'égalité, à la défense aussi des associations de femmes qui sont aussi sous sérieux péril par le monde, associations qui luttent contre tous les extrémismes, mais aussi contre tous les systèmes d'oppression, y compris économiques, qui condamnent les femmes à la misère et à l'exploitation. Car sans ces associations, ces systèmes qui conduisent à la situation actuelle vont se perpétuer et perdurer sans contestation et sans relâche. Et nous appelons à l'application effective et universelle des traités internationaux, à commencer par la Charte des Nations Unies qui consacre l'égalité entre hommes et femmes, en passant par la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, la CEDAW, et la levée de toutes les réserves à l'égard de la CEDAW, et aussi à la ratification universelle et application de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, la Convention d'Istanbul. Évidemment, notre étendard, c'est la Charte sociale européenne que nous avons abordée aujourd'hui. Chers amis, je vous remercie très chaleureusement de votre présence et de votre attention. Ce n'est qu'un premier rendez-vous. Comme l'a exposé Jocelyne Adrian, il y a d'autres rendez-vous dans la métropole de Paris qui nous offriront l'occasion de nous revoir et de nous mobiliser
ensemble. Cet événement et ces analyses précieuses vont aussi être publiées à la disposition des membres du Conseil parisien des Européens de la ville de Paris et de nos associations féministes. Je vous appelle également à nous adresser par écrit toute question qui pourrait vous paraître nécessaire, de sorte que nous la transmettions aux professeurs Stangos et Carole Nivard, Anne Nègre ou Jocelyne Adrian, qui puissent nous répondre de manière très précise à toute interrogation qui puisse être soulevée par ce débat. Et je finis par adresser mes remerciements très spéciaux à la ville de Paris qui a parrainé cet événement, au Conseil parisien des Européens qui a fait naître cette initiative, en particulier à ses membres d'Espagne, du Portugal, de Grèce et des autres pays européens qui nous ont envoyé des messages d'encouragement et qui sont ici présents. Et je finis par remercier aussi la Clé, le collectif féministe pour le Forum Génération Égalité, et en particulier Marie-Paul Grossetête qui a accueilli cet événement et qui l'a piloté. Et encore un grand merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.